cet échange. Euh, Est-ce que vous me confirmez déjà tous que vous voyez bien notre page de garde? Si c'est pas le cas, c'est le moment de me faire signe. Vous voyez bien tout? Ok, impeccable. Je vois Nicolas qui hoche la tête. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, dans le chat, n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à nous faire part de vos remarques s'il y a des moments où vous nous entendez mal. Je compte sur vous pour nous faire un petit signe et nous faire remonter l'information tant que mes collègues m'entendent bien. Je considère que tout le monde m'entend. Donc on va démarrer. Merci encore une fois d'être présent avec nous. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on discute ensemble de ce sujet réglementaire ou de réglementation climatique qu'est le MACF, hein, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui maintenant arrive à sa première année, on va dire, d'existence, en tout cas pour sa période transitoire. Donc aujourd'hui, on va discuter de pas mal de sujets, mais notamment de la dimension coût, difficulté des importateurs et des fournisseurs aussi à travailler en vue de se mettre en conformité avec cette nouvelle élément de réglementation. Et on va aussi discuter et voir un peu les premiers retours, les premiers enseignements après ces 4 premiers trimestres. Et on a aussi plusieurs sujets à voir, notamment la partie des certificats MACF qui devient un enjeu de plus en plus important pour les importateurs européens après cette première année, passer plutôt à se roder sur les sujets de déclaration et de reporting. Donc, je vous présente les intervenants qui vont nous accompagner. Et si vous voulez, messieurs, vous pourrez vous présenter un peu plus en détail quand on prendra chacun la parole plus tard. Mais là, rapidement, donc on est entouré de Kevin Berger, qui est chargé de la mise en œuvre donc du MACF au sein du ministère de l'écologie. Donc, bonjour Kevin, si vous voulez juste me faire un petit coucou pour qu'on soit sûr que votre micro fonctionne bien. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ouais, parfaitement, loud and clear, Kevin, merci. Et Nicolas Giraud, qui est le CTO et cofondateur de Clearblue Markets. Bonjour à toi, Nicolas. Bonjour à tout le monde et ouais, merci de l'invitation, Alexandre. Ouais, je t'en prie, on est ravis de vous avoir tous les deux avec nous et Farhad et moi-même. Donc côté Kiwi, Farhad, il est expert carbone chez nous, expert méthode carbone. Et pour ma part, je suis un des cofondateurs et je suis notamment en charge des sujets carbone et climat au sein de Kiwi. Aujourd'hui, on va donc travailler plusieurs sujets et on va laisser la parole dans un premier temps à Kevin Berger pour avoir des premiers retours, on va dire un peu du point de vue du régulateur sur ce sujet de la réglementation MACF. Mais avant de lui donner la parole, moi, je vais de mon côté juste redonner quelques éléments clés, mais c'est promis, je vais pas tarder, je vais pas traîner en longueur parce que c'est maintenant un sujet que vous commencez vraiment à connaître, on va dire quasiment par cœur. Et si c'est pas le cas, on répondra à des questions en fin de session juste là-dessus. Mais rappeler quelques grands principes, le MACF, il vise vraiment un objectif numéro un, qui est de s'assurer que pour des produits, certains produits mis en circulation, donc en gros mis en vente dans l'Union européenne, on ait bien un même prix carbone, un même mécanisme de tarification carbone qui soit appliqué, que ces biens soient produits dans l'Union européenne ou qu'ils soient importés, c'est-à-dire fabriqués à l'extérieur, puis amenés sur le territoire européen. Donc ça, c'est notamment pour lutter contre ce qu'on appelle les fuites de carbone ou les fuites carbone. Et ces fuites carbone, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement quand des producteurs vont aller délocaliser vers des pays ou des géographies moins strictes sur le plan climatique de la production pour que des émissions carbone échappent justement à ces réglementations et à ces mécanismes on va dire, supervision. On a deux obligations principales qui découlent ou qui sont mises en œuvre par le biais de cette réglementation. C'est premièrement, et ça c'est déjà en vigueur et c'est ce que vous avez connu sur cette première année, une obligation de déclarer les émissions carbone générées par la production de ces biens importés. Et à partir de 2026-2027, on aura la deuxième obligation clé qui sera celle d'acheter les certificats MACF pour s'assurer que le prix carbone payé sur les émissions des produits importés est bien le même, y compris pour les produits importés. Quelques derniers éléments sur le champ d'application du MACF. Cette réglementation, elle concerne les produits issus de 6 secteurs d'activité. On va les répéter quand même maintenant. Le fer, l'acier, la fonte, l'aluminium,
le ciment, les engrais, l'hydrogène et l'électricité. Il faut évidemment que l'origine de ces biens soit hors Union européenne, sinon il n'y a pas de sujet d'importation, et qui ait une valeur supérieure à 150 euros. Alors il y a des petits détails ou des subtilités dans lesquels je ne vais pas trop rentrer, mais c'est ça quand même le point clé à avoir en tête. Dernier point avant de laisser la parole à Kevin. On vous a mis une première fresque ou une première frise du temps. Je sais que Kevin va prendre un peu de temps aussi sur ce sujet, donc je ne veux pas empiéter sur ce qu'il va nous dire. Mais voilà, on est à cette zone un peu charnière début 2025 où on a d'une part plus le droit d'utiliser ce qu'on appelle des valeurs par défaut. Il faut aller vraiment chercher des valeurs réelles. On va avoir à partir de 2025 un statut que les importateurs MACF doivent acquérir ou obtenir pour poursuivre dès 2026 leurs importations. Donc voilà, c'est un peu ça le moment charnière auquel on se situe. Et je n'en dis pas plus. Et Kevin, bah, je vous donne la parole pour nous faire un premier retour, on va dire, de ces trimestres de rapportage ou de déclaration MACF. Et Kevin, soyez à l'aise, c'est moi qui fais passer les slides, donc je suis à tout moment dispo pour avancer, revenir en arrière en fonction de ce que vous voulez. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Rebonjour à tous. Donc, Kevin Berger, je travaille à la Direction générale énergie-climat du ministère de l'écologie. Donc, petite précision, la Direction générale énergie-climat, c'était l'autorité désignée compétente par la Commission européenne pour la mise en œuvre du MACF sur le territoire français. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire peut-être un petit bilan de l'année, bon, du moins là, de la mi-année 2024, parce que je n'ai pas eu le temps de consolider toutes les données fournies par la Commission européenne. Mais bon, l'idée, c'est pour montrer un petit peu ce qu'il en est et où la France se positionne aussi par rapport aux autres pays européens. Donc là, on a les chiffres de mi-juillet 2024. Donc spécifiquement, en fait, sur le deuxième trimestre 2024, donc en moyenne, chaque trimestre, en France, environ 1100 rapports sont déposés sur le registre MACF, pour un total au niveau européen d'environ 17 000. En fait, si on regarde un petit peu le ratio entre le nombre de rapports et le nombre d'importateurs en prévisionnel, on se rend compte que globalement, chaque pays est bon an mal an sur la même moyenne, quoi. Donc, on est conscient qu'il y a encore des efforts à faire. On n'a pas encore tous les importateurs qui sont connectés sur le registre. Et voilà, c'est globalement une situation qu'on retrouve un peu partout. 1100 rapports par trimestre, c'est aussi un chiffre qui tente à se stabiliser. Il me semble que là, pour le troisième trimestre, on a atteint 1200. Mais on voit bien qu'on atteint globalement un petit palier, que voilà, il y a quand même encore un effort à faire pour aller capter d'autres importateurs. Donc, on est bien conscient, il y a pas mal de communication à faire dessus. Sur les 1100 rapports, finalement, 40 rapports sont restés à l'état de brouillon. Donc pour nous, c'est un bon indicateur indiquant que malgré les difficultés pour déposer les rapports et surtout les valider, 96% des déclarants parviennent quand même à déposer un rapport et à le finaliser. Voilà, donc il y a eu un gros effort qui a été fait dessus, notamment sur le côté IT de la Commission européenne. Si on regarde du côté des gros importateurs, du coup, il y avait un focus particulier qui a été fait par la Commission pour les importateurs qui importent plus de 1000 tonnes CO2 équivalent par trimestre. Donc, ça concernait, dans mes souvenirs, environ 130 importateurs. Finalement, 12 n'avaient pas déposé de rapport. Et lorsqu'on regarde en fait les émissions totales en cumulé de ces personnes qui ont fait un rapportage, on se rend compte en fait que 90%, plus de 90% des émissions des CO2 équivalents sont couvertes par un rapport. Donc voilà, ça fait quand même un bon taux de conformité pour les personnes qui ont déposé un rapport. En fait, ce qu'il faut voir, la particularité, c'est que si on regarde un peu la répartition entre les importateurs et le nombre d'importateurs et les émissions rapportées, en fait, on a énormément de petits importateurs, par exemple entre 0 et 1 tonne CO2 équivalent. Et par contre, dès lors qu'on dépasse 100 tonnes de CO2 équivalent, il me semble qu'on en perd plus de 50%. Et au-delà de 1000 tonnes CO2 équivalent, on est voilà, sur environ 150 importateurs sur, voilà, en prévisionnel, on estime
allez, on va dire entre 5 000 et 8 000, quoi. En fait, on a comme une courbe en crosse, si vous voulez. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et dernier indicateur intéressant également, sur les rapports qui ont été déposés. En fait, 95% des rapports reposaient sur des valeurs par défaut et donc 5% avec des données réelles et avec des spécificités, notamment lorsque les importations provenaient de certains pays qui disposent déjà en fait un système de rapportage, ce qu'on appelle le système de MRV, mesure, rapport, vérification. Et c'est le cas notamment pour les importations qui viennent de Turquie. On va voir juste après, justement dans la diapo suivante, où, ah, voilà, on a un petit focus en fait Pardon, sur d'où Kevin, proviennent les informations. de vous couper. Juste MRV, vous pouvez nous en dire, enfin, juste deux mots, MRV, qu'est-ce qu'on parle? MRV, en fait, c'est une méthodologie normalisée qui est notamment utilisée pour les marchés carbone européens, qui est une obligation de mesure, de rapportage et de vérification des émissions. C'est tout un process qui est mis en place sur les installations industrielles européennes et dans d'autres pays, parce qu'en fait, c'est une méthodologie qui a aussi été exportée, et notamment en Turquie, c'est un peu l'exemple qu'on avait pris. Et voilà, ouais, je dirais que c'est une méthodologie de rapportage des émissions. Ok, ouais, merci pour la précision, très clair. Je vous emmène sur la slide suivante. Ouais, slide suivante. Bon, très rapidement, voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu. Donc, d'où venaient les produits MACF selon les secteurs. Donc, on voit qu'il y a quand même il y a quelques pays qui se démarquent en particulier, et notamment sur certains secteurs en particulier. On voit l'Ukraine où on a une part très importante. Alors, il me semble, je vois pas très bien, mais oui, c'est l'acier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est fer et acier, le verre, ouais, tout à fait. Donc, voilà, on voit qu'on a quelques champions nationaux sur certains secteurs. Euh, donc l'Ukraine, la Turquie, la Chine, Canada, la Russie. Et avec des fois aussi d'autres spécificités, enfin, si on regarde plus précisément, notamment sur les engrais azotés, on voit qu'on a très peu d'acteurs avec des proportions très importantes. Donc voilà, ce qui pour nous aussi permet un peu plus de réfléchir sur la communication à avoir, notamment avec les fournisseurs, et donc avec quel pays discuter en particulier. Voilà, enfin, si vous voulez, on pourra en discuter un peu plus, mais je n'ai pas forcément prévu d'en dire plus. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Sur le calendrier de mise en œuvre, donc actuellement on est en phase transitoire jusqu'à la fin 2025. Donc pour l'instant, vous avez pour obligation, enfin pour ceux qui sont concernés par ces obligations, de faire des rapports trimestriels des émissions importées. Une nouveauté en 2025, donc, ce sera la déclaration MACF, donc c'est une sorte de licence à l'importation. Donc ça, ce serait une candidature à faire directement sur le registre MACF. Et après, pour la période effective, donc, qui commencera à partir du 1er janvier 2026, où là, la nouveauté, c'est qu'il y aura une obligation d'achat et de revente de certificats MACF. Donc ça, il me semble que ce sera un peu plus précisé dans la présentation. Avec, en fait, même si on passe sur des obligations de rapportage annuel pour la période effective, alors qu'avant, on était en rapportage trimestriel, vous allez voir en fait que la comptabilité carbone va rester au niveau trimestriel, puisque vous aurez des obligations de détenir un certain nombre de certificats MACF chaque trimestre sur la base des émissions qui seront importées. Voilà, je pense que c'est important de le Kevin, préciser. Je pense. j'ai une petite question parce que c'est un sujet qui a aussi émergé là au cours des dernières semaines, on va dire. Euh, est-ce que on a enfin, moi j'ai les infos, mais c'est peut-être pour les participants. Et quels sont, c'est pas forcément pour être trop long, mais les deux, trois points clés pour l'obtention du statut de déclarant MACF autorisé, la licence entre guillemets, là, effectivement, c'est Ouais. plus parlant. Qu'est-ce qui se joue là à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il faut préparer côté importateur quand on veut aller obtenir cette licence? Ouais, bah c'est très simple. D'ailleurs, on a fait une communication sur le site de la DGEC. On a un peu temporisé parce qu'on était en train de finaliser. Mais en gros, en termes de documents, il n'y en aura que deux à fournir. Donc, c'est l'attestation de régularité fiscale, une attestation de moins de 3 mois,
et la liasse fiscale du dernier bilan comptable. En fait, de l'autre côté, c'est juste pour, voilà, vérifier, avoir quelques indicateurs financiers pour voir s'il y a, une capacité financière et opérationnelle, à laquelle, l'importateur, sera en capacité de répondre. Et après voilà, c'est, globalement, il faut se munir des volumes d'importation, voilà, un historique des volumes d'importation des 3 années précédentes et un prévisionnel des importations, pour l'année, à venir. Et globalement, en fait, ça s'arrête là. L'idée, en fait, c'est que le statut de déclarant MSF autorisé, c'est une licence pour importer qui, en soi, est pas très exigeante, même si pour nous, c'est quand même un filtre pour s'assurer qu'il n'y a pas de comportement frauduleux. Par contre, ce statut pourrait être remis en cause si on constate en période effective que l'importateur ne remplit pas ses obligations. Mais voilà, enfin, vraiment, c'est très simple. Donc, attestation de régularité fiscale et liasse fiscale. Et particularité pour les nouvelles entreprises, donc pour les entreprises qui ne seraient pas établies depuis qui seraient établies depuis moins de 2 ans sur le territoire français, on demanderait une garantie financière. Et la garantie financière se calcule sur la base des volumes prévisionnels et on prendra en fait les valeurs par défaut pour déterminer le montant de cette garantie. Et voilà. Et ce qu'on ferait après, on prendrait le- alors ça, c'est encore à définir précisément la méthodologie, mais on prendrait le prix moyen du carbone. Alors après, à définir si on prend sur la dernière semaine de la demande ou si on fait une moyenne de l'année précédente. Et bon, globalement, ça n'a pas trop varié. On est aux alentours de 70 euros. Mais voilà, en gros, pour faire simple. Ok, ouais, très clair. Est-ce que Kevin, vous avez besoin que je passe à la slide suivante? Ouais, c'est bon, ouais. Voilà, et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, peut-être je laisserai plus au niveau du chat poser des questions, mais juste pour dire que 2025, ça va être une année vraiment charnière, parce qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été lancées, il y a un certain nombre d'actes secondaires législatifs européens qui vont être votés, parce que toute la période transitoire aussi, c'est une période d'ajustement. Donc toutes les réflexions sur l'extension à l'aval, donc l'extension à d'autres produits concernés par le MACF, quelle sera la tarification du carbone qui sera comptabilisée en pays tiers. Euh, Également, voilà, le cas particulier des importations d'électricité, la consolidation des valeurs par défaut sur la base aussi des données réelles qui ont été collectées pendant la phase transitoire. Enfin voilà, il y a tout un arsenal qui devrait venir compléter le MACF et l'objectif aussi en 2025, c'est d'avoir une révision du règlement MACF pour intégrer ces modifications. Mais je pense, voilà, on pourra en parler un peu plus précisément s'il y a des questions dans le chat, parce que sinon Ouais, je on peut le traîner Je pense que pendant. ouais, je suis d'accord avec vous, Kevin, et je pense que ça va susciter quelques réactions. En tout cas, nous, on aura des questions et ça fait partie on va dire, des points qui reviennent souvent dans le cadre des échanges qu'on a avec les prospects ou les clients qui ont déjà un peu senti qu'il y avait ces perspectives d'élargissement, comme on l'a dit, horizontales à d'autres secteurs que les 6 qu'on a cités tout à l'heure, et aussi verticales où il y a 2, 3 semaines encore à peine, on était participé à un webinaire organisé par la direction au niveau de la Commission européenne qui pilote la mise en œuvre du CBAM, où on parlait aussi, enfin, il nous expliquait l'état des réflexions concernant l'ajout d'autres produits, donc plus finis, manufacturés, plus complexes. Et ça alimente beaucoup les questions du côté des importateurs, et c'est vrai que c'est naturel, on comprend. Ok, Ouais. Kevin, j'ai votre... Ouais, Ouais, pardon, bah, juste en 2 mots, c'est vrai que alors l'extension à l'aval, ça va se faire cette année, c'est sûr. Il va y avoir l'extension à d'autres produits parce qu'il y a clairement des risques de contournement. Donc les listes sont connues, alors je ne les ai pas forcément en tête, mais les listes, en fait, elles sont connues. Globalement, en fait, on regardait l'intensité carbone du produit par rapport à la valeur ajoutée et on regardait ça par rapport aussi à l'intensité des échanges du produit. Et en fait, ça fait plutôt consensus entre fédérations et les analyses des différents États où on a une liste un peu établie pour les 6 secteurs enfin, pour les 4 secteurs du MACF. Sur l'extension à d'autres secteurs, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, c'est pas pour 2025. Mais il y a clairement des secteurs qui sont pressentis. Euh,
Alors, je dis pressenti, hein, je dis pas qu'ils vont venir, mais voilà, il y a des secteurs à forte intensité de carbone comme voilà, la chimie, le verre, le secteur du papier, enfin voilà, en fait, toutes les activités à forte intensité de carbone pourraient à terme être intégrées dans le dispositif. Voilà, je m'arrête là. Ok, merci Kevin, c'était très clair. Je propose que cet exemple-là, on en reparle un peu tout à l'heure, notamment quand Nicolas évoquera le sujet des certificats. Ce sera intéressant. Il y a des petites nuances à mon avis, beaucoup d'entre nous n'avaient pas au tout début, au lancement du MACF, et je pense que ce sera bien d'illustrer un peu par un cas concret comment l'achat des certificats peut se passer et ce que ça va donner dans la vraie vie. Si vous êtes d'accord, on va enchaîner avec ce que nous, on a pu remarquer et ce qu'on a, on va dire, déterminé comme ce qu'on a appelé les coûts cachés. Mais bon, finalement, c'est les difficultés et les enjeux auxquels font face, bon, notamment les importateurs, hein. On a ce prisme, nous, plutôt côté importateurs européens. Mais évidemment, rien ne se fait sans les échanges avec les fournisseurs, avec les producteurs. Donc, vous allez voir, on met en perspective avec cette étoile, je ne sais pas exactement comment l'appeler, mais en tout cas, cette petite infographie, les différentes thématiques qui nous semblent essentielles. Et je vais commencer par ce qu'on a appelé l'administration interne et le sujet un peu des données. Alors, il y a plusieurs types de données, mais là, vous allez voir, c'est assez simple. Les données dont on parle ici et le sujet de la gouvernance interne, on a remarqué que le sujet du MACF chez un importateur français, par exemple, il va peut-être atterrir dans la besace de plusieurs personnes, ou en tout cas d'interlocuteurs différents en fonction des sociétés. C'est souvent lié aux habitudes et à l'organisation interne. Ça peut arriver du côté des achats qui sont très au courant des nouvelles réglementations européennes, douanières, etc. Donc ça, c'est des cas de figure qu'on a bien identifiés. Mais parfois, ça va être plutôt côté RSE ou côté affaires réglementaires parce qu'on a des équipes RSE assez structurées qui sont très actives en matière de veille, par exemple. Mais pour rester sur cet exemple-là, quand ça arrive côté RSE, en général, la RSE n'a pas les infos des importations qui sont plutôt pilotées par les achats. Et donc, on a des enjeux, des sujets de communication en interne entre différentes équipes, puisque peut-être que l'équipe responsable de la mise en conformité, que ce soit les affaires réglementaires ou la RSE, n'est pas celle qui détient qui est, on va dire, en première ligne concernant les importations. Donc ça a suscité, voilà, quelques interrogations, surtout que souvent, ou en tout cas parfois, il y a un tiers qui est un prestataire de services, par exemple douanier, ou un transitaire qui fait aussi des formalités douanières, qui est finalement le mieux à même s'il n'est pas en interne dans l'organisation, d'avoir une vue précise et exhaustive des importations, par exemple des clients ou des sociétés européennes. Donc tout ça pour faire ressortir voilà, quelques enjeux et notamment ceux aussi de l'awareness, de la sensibilisation. On a souvent vu pendant la première année des importateurs européens et français qui avaient un peu loupé cette info de l'arrivée du MACF. La CSRD, notre réglementation, avait fait beaucoup de bruit et pas mal occupé la bande passante de l'actualité réglementaire. Et donc le MACF, il n'était pas forcément identifié en tant que tel suffisamment clairement. Voilà. Et donc on s'en rend compte un peu tard. Il faut le découvrir, il faut comprendre un peu ce que c'est. Et voilà, ça a été une partie de notre retour, c'est de se rendre compte que tout le monde n'était pas au courant de ce sujet et qu'une fois qu'on le prenait en main, on se rendait compte qu'il y avait différents départements de la société à les solliciter, voire à l'extérieur. Maintenant, ce sujet qu'on évoquait tout à l'heure concernant les valeurs moyennes ou les valeurs par défaut, sur lesquelles vous êtes nombreux à vous être appuyés pour faire les premières déclarations avant même d'aller solliciter vos fournisseurs, ça a été utile pour que tout ne soit pas à découvrir au même moment. C'est-à-dire que déjà, une nouvelle réglementation, entre guillemets, nous tombe sur le nez. Il faut un peu la comprendre, il faut se connecter quelque part, faire une déclaration. Bon, alors on donne des valeurs par défaut qui sont des valeurs moyennes dans un premier temps. Ça permet voilà, de pas avoir tous les chantiers à ouvrir en même temps. Et donc ça déjà, bon, une fois que c'est compris, ça a permis voilà, se focaliser sur l'accès au portail européen, la compréhension un peu des enjeux de la réglementation pour progressivement avancer dans le niveau de maturité.
Il faut faire attention à ce qu'on a appelé par là par pénalité, les sanctions éventuelles en cas de non-conformité à la réglementation. On va pas les détailler, mais il y a des sanctions financières en cas de non-conformité, si on fait pas sa déclaration alors qu'on devrait en faire une. Mais également, il y a des risques en cas de manquement répété de ne pas obtenir la fameuse licence qu'on a évoquée tout à l'heure. Sans licence, on risque de se retrouver dans l'incapacité de poursuivre des importations, la relation commerciale avec les fournisseurs, ça c'est embêtant, et puis ça peut perturber assez significativement les opérations, la production d'une société européenne. Donc ça c'est évidemment aussi assez gênant. Ça peut être, on peut l'appeler coût commercial ou comme on veut, mais en tout cas voilà, c'est significatif dans le cadre de l'activité des importateurs européens. Là, on passe au sujet des fournisseurs qui évidemment ont besoin de s'approprier aussi le sujet. Et donc, déjà qu'il fallait un peu accompagner et acculturer des importateurs européens sur cette nouvelle réglementation, il y a aussi la dimension de préparation et d'explication auprès des fournisseurs. Et évidemment, pour rappel, les fournisseurs non européens, ils peuvent être en Chine, en Inde, ils peuvent être en Corée du Sud, au Maroc, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Turquie. J'en cite que quelques-uns, mais entre les sujets de langue, les différences culturelles, les différences d'avancement en matière de comptabilité et données carbone, tout ça, c'est évidemment un sujet dont les importateurs européens ont dû se saisir. Et c'est une des complexités, un des défis, parce qu'on est face à des fournisseurs ou des producteurs qui sont pas tous au même niveau de compréhension de l'enjeu, de préparation ou d'organisation interne pour répondre à cette demande. Merci de me transmettre des données, d'accord, mais ces données-là, je les ai peut-être jamais avant, comment dire, bien mises au carré dans un tableau Excel, par exemple. Et pour vous citer un exemple qu'on a connu encore récemment, parfois même pour un pays donné, exemple au hasard la Chine, on a 3 fournisseurs, un qui est déjà prêt, qui a un super fichier avec toutes les données de production dont on a besoin pour faire des calculs d'émissions carbone. On en a un autre qui, bon, a compris ce qu'il fallait faire et il commence la collecte. Et peut-être un troisième qui débarque complètement, avec qui on n'arrive pas à communiquer, qui ne sait pas du tout de quoi on parle, qui est très réticent, qui ne veut pas lâcher de données parce qu'il a peur qu'un secret industriel ou que, vous voyez, les concurrents soient informés d'une recette secrète, quoi. Donc ça, c'est aussi une des complexités. Et je termine sur un dernier point. Il y a évidemment ce qu'on a appelé la partie multiniveau, c'est-à-dire des fournisseurs de différents rangs qui peuvent être amenés à être sollicités, puisque un fournisseur chinois auprès duquel une société européenne va se fournir, parfois se fournit lui-même d'input ou de ce qu'on a appelé les précurseurs auprès d'un autre fournisseur. Et donc, il faut remonter la chaîne au moins d'un cran. Et dans ce cas-là, on est encore plus loin de la donnée, on est encore moins légitime ou moins connu de l'interlocuteur de rang 2 qu'on va aller solliciter. Et ça complexifie encore un peu l'avancée, la collecte des données dont on a besoin. Ici, je vais être un peu plus rapide, mais on a des coûts qui sont peut-être un peu plus tenants et trébuchants dans le cas de certaines sociétés qui ont dû faire appel à des prestataires. Et ça, on l'a vu, il y a certains importateurs français qui nous ont dit qu'ils avaient dû payer des consultants, notamment par exemple en Chine, mais pas que, pour accompagner leurs fournisseurs dans la préparation de ces données qui sont nécessaires au calcul des émissions. Alors, ça peut être un coût one shot qui apparaît juste une fois pour se mettre en ordre de bataille, mais c'est pour vous dire qu'il y a un vrai enjeu aussi au niveau du fournisseur, mais pas seulement. Il y a derrière aussi des enjeux de solutions pour bien préparer son reporting du côté de l'importateur, de la structuration des données qui peuvent venir de différents fournisseurs sous différents formats s'ils ne se plient pas tous à ce template de communication, à ce modèle Excel préparé par la Commission européenne. Et donc, évidemment, ça complexifie aussi un peu le travail, pas seulement du côté importateur, mais notamment pour lui. Il y a un point, alors là, j'ai peur de la réaction de Kevin. Donc, Kevin, ne faut pas le prendre mal. Ce qu'on a appelé, on a formulé ça incertitude réglementaire, mais c'est ce que vous avez très bien dit juste avant. Il y a encore des choses un peu mouvantes, notamment parce qu'on est dans la phase de transition. Et donc, que ce soit le scope produit sur lequel il y a des réflexions qui pourraient découler ou déboucher sur l'ajout de certains secteurs ou de certains produits,
Il y a aussi, on a vu même au niveau du portail européen lui-même, qui est vivant, qui est en cours d'évolution, avec des nouvelles fonctionnalités, etc., qui s'adaptent au déroulé du calendrier de la phase transitoire, ça nécessite des ajustements. On a comment dire, des fichiers de déclaration qui vont être acceptés à un trimestre et au trimestre suivant ne vont plus passer sur le portail européen parce qu'il y a eu des ajustements, on va dire, techniques sur le portail. Et donc ça demande quand même d'être, voilà, de s'adapter et d'être assez réactif et surtout de pas se décourager. On a eu pas mal de retours d'entreprises qui nous disaient que c'était compliqué de naviguer sur le portail européen parce que bon, déjà le sujet en soi n'est pas simple, et puis que il y avait des choses qui passaient à la fois d'avant qui passent plus, des plans qui ont été un peu modifiés, etc. Donc ça demande aussi du temps de compréhension et d'ajustement du côté notamment des importateurs qui vont aller fréquenter et utiliser ce portail européen. Et peut-être un dernier point un peu plus long terme, c'est celui de la relation avec les fournisseurs, la relation commerciale et stratégique. Euh, Au-delà de juste aller solliciter les données auprès de son fournisseur préféré pour pouvoir se mettre en conformité, quand on est un importateur européen, se pose aussi la question à terme de la poursuite de la relation d'affaires, de la renégociation peut-être de certaines clauses pour s'assurer qu'on a bien des données qui sont toujours mises à disposition de l'un vers l'autre. Et puis, en cas de hausse des coûts très significative à cause des émissions carbone calculées et donc des certificats MACF payés, est-ce qu'on va pouvoir maintenir la relation? Est-ce que certains fournisseurs, à contrario, ne deviennent pas moins compétitifs au détriment ou au profit plutôt de d'autres fournisseurs qui soient encore hors Union européenne ou basés eux-mêmes dans l'Union européenne? Donc voilà, ça fait partie des enjeux qu'on a, nous, constatés. Et encore une fois, on sera très preneur de vos réactions tout à l'heure. C'était quelques exemples uniquement que j'ai cités. Et là, on essaie de mettre un peu en face de ce que je viens de vous présenter avec Farad des stratégies ou pas des astuces, mais des méthodes, on va dire, à adopter pour répondre à ces coûts cachés-là. Ok, merci Alex. On a du retard, j'essaie d'aller plus vite pour avoir temps pour Nico et les questions, réponses. Maintenant, l'idée de vous présenter 5 stratégies concrètes pour réduire ces coûts cachés liés au MACF. L'un des principaux défis de MACF, c'est la complexité de traitement des données. Il faut gérer des informations sur les importations, des émissions, des réglementations qui évoluent, les données de fournisseurs multiples en pose. Oui, s'y perdent. Donc, concrètement, ça veut dire, la première chose, il faut mettre en place des outils digitaux qui centralisent toutes vos données d'importation, qu'elles viennent de transiteurs, aux transporteurs, les déclarations en douane ou les fournisseurs. Et après, automatiser la génération de rapports conformes avec la classification par produit et par fournisseur, et puis réduire ainsi les dizaines de fichiers Excel et de chaînes d'emails d'infini, tout en devient plus clair, cohérent et en gagnant du temps. En bref, cette première stratégie, c'est vraiment un essentiel. Le deuxième point, c'est collaborer avec fournisseurs. Le MACF nécessite une transparence sur les émissions à chaque étape de votre supply chain. D'abord, intégrer de clauses carbone dans votre prochain contrat en précisant les données dont vous avez besoin et assurant la confidentialité de celles-ci. Et après, inciter vos fournisseurs à partager régulièrement leurs données d'émission, idéalement via des plateformes comptables avec aux outils qui est bien mentionné. Le troisième truc, les sensibilités vos fournisseurs à de nouvelles exigences. Organiser des ateliers, former-les à réglementation, expliquer-leur pourquoi il est crucial pour mieux maîtriser l'ensemble des chaînes de valeur. Enfin, montrer-leur aussi l'impact de changement de matières premières ou de processus sur l'empreinte carbone globale de produits finis que vous avez importés. Troisième atout, c'est comment réaliser des économies d'échelle en centralisant les données. Si vous êtes un grand groupe avec plusieurs entités, surtout en Europe, vous savez que le coût administratif peut vite s'envoler quand chacun travaille de son coin. Donc, si on centralise l'ensemble de données et déclarées, il nous permet de réduire les coûts de reporting en évitant les duplications des efforts, harmoniser les
pratiques entre filiales, ce qui évidemment limite les incohérences. Et dernière chose, réutiliser les données qui est déjà vérifiées pour d'autres entités, pour certains fournisseurs. Le prochain slide, Alex, tu peux. OK. Le quatrième, c'est investissement technologique. Cette étape, c'est aller plus loin et réduire directement votre empreinte carbone afin d'anticiper les coûts futurs. Par exemple, si vous avez des installations hors UE, si vous avez des partenaires de long terme avec certains fournisseurs, investissez dans des technologies plus propres. Par exemple, vous pouvez améliorer vos processus de production pour émettre moins carbone, par l'instant, dans l'augmentation de la part de matières recyclées ou intégrer les sources d'énergie vertes, surtout si vos produits sont très gourmands en électricité. En dernier point, certes, c'est le cinquième stratégie qui enfin consiste à prendre un recul et évaluer vos options de manière plus globale. Le MACF vous pousse à revoir vos pratiques. Profitez-en pour explorer des alternatives qui vous permettent de réduire vos coûts tout en réduisant votre empreinte carbone. Par exemple, changer de fournisseur pour de partenariats européens en engageant de pratiques bas carbone avec le fournisseur EU, diversifier géographiquement vos supply chains pour limiter le risque de dépendance et enfin substituer certaines matières par des alternatives moins carbonées. Donc voilà ces 5 stratégies. Centraliser les données, mieux collaborer avec les fournisseurs, réaliser les économies d'échelle et investir dans des technologies propres. Et enfin, analyser les coûts-bénéfices de chaque décision, qui forment un véritable outil pour anticiper et limiter le coût caché lié au MSF. Donc, je laisse la parole à Nicolas. Merci Farad. On aura aussi le temps un peu de creuser ces tactiques, on va dire, d'ajustement et de réponse aux questions pendant les questions-réponses, mais c'était important qu'on vous les brosse un peu comme ça, là, avant que Nicolas nous parle de cette haute dimension côté certificat MACF. Nicolas, je te laisse le floor Merci. à C'était très toi. bien ce que tu as présenté, Farad, et je remercie aussi Kevin, Alexandre. Donc, je vais vous parler maintenant un peu plus d'argent. Vraiment, nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté monétaire, on va dire, monétiser ces réductions et vous aider à optimiser votre position. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait, nous, chez Clearblue. Donc, Clearblue Markets, on est une entreprise canadienne basée à Toronto avec des bureaux européens à Amsterdam. Et notre vue, on a commencé il y a 8 ans, c'est vraiment de regarder de façon globale tous ces marchés carbone. Moi-même, je suis dans le marché carbone européen depuis 2006 et on a des clients, 300 clients à travers le monde sur tous ces marchés. Donc, que ce soit sur les marchés du carbone européen, mais aussi canadiens, californiens. Et puis, on voit de plus en plus de ces marchés carbone qui sont en train d'être introduits en réponse au MACF vraiment européen. Donc, dernièrement, on a entendu par exemple le Mexique, la Colombie, le Brésil qui va implémenter un système, la Chine qui a implémenté et qui va ajouter des nouveaux secteurs, l'Inde, la Turquie aussi. Donc, je vais vous parler un peu de tout ça. Nous, notre vue vraiment, c'est de couvrir tous ces marchés de façon globale et pouvoir offrir cette vue globale et d'optimisation à ces gros industriels. La plupart de nos clients, si on regarde, c'est des grosses aciéries, des grosses cimenteries, des grosses alumineries et on les aide vraiment à optimiser ces productions mondialement. Donc, on peut passer peut-être à la prochaine diapo, Alexandre. Pour faire ça, on a une plateforme technologique qui s'appelle Vantage. Qu'est-ce qu'on vend, nous? Donc, on a une équipe d'intelligence de marché de 15 analystes qui couvrent ces marchés de façon globale et qui ont des prévisions de prix à 2035 à 2050 pour tous ces marchés, pour que les entreprises se positionnent sur ces marchés et stratégisent autour de ces marchés-là. On les aide aussi à gérer leur position. On a un outil, un peu des dashboards pour vraiment gérer ces positions et comprendre un peu des différents scénarios, ce qui se passe si je produis plus, par exemple, au Canada versus l'Europe, comment est-ce que le prix carbone m'impacte. Et puis après, il y a le côté crédit compensatoire. Donc, on aide vraiment nos clients à réduire leurs émissions avec ces marchés carbone, mais aussi le côté crédit compensatoire qui vient de plus en plus sur le long terme. Je sais que chez Kiwi, vous êtes aussi des supporters de ces marchés-là qui sont plutôt les marchés volontaires. Mais on parle de ça, mais les marchés volontaires et côté marché réglementaire. Mais il y a aussi un rôle
rôle potentiellement à jouer avec les crédits compensatoires. On a entendu ça dernièrement avec le MACF, où l'Union européenne est en train de regarder quel pourrait être le rôle des crédits compensatoires dans les articles 6 des accords de Paris. Donc ça pourrait être une façon aussi de se conformer avec ce prix carbone. Donc on peut passer peut-être à la prochaine diapositive. Je ne veux pas trop vous embrouiller, mais là, juste revenir un peu sur certains chiffres que Kevin a présentés. D'où viennent principalement ces imports? Donc on parle vraiment ici de ces secteurs clés. L'acier qui est vraiment un des gros secteurs d'importation émetteurs, aussi le ciment et l'aluminium. Donc ce sont des secteurs avec lesquels nous, on travaille beaucoup. Et puis quel pays? Donc la Chine, la Turquie, on a vu aussi l'Ukraine avant, l'Inde. Donc tous ces pays sont en train d'introduire leur prix carbone ou l'ont déjà introduit, comme je l'ai dit, en réponse au MASF. Et donc, il va y avoir des interactions de plus en plus intéressantes entre ces prix. On voit aujourd'hui, par exemple, en Chine, le prix de la tonne carbone est autour de 10 dollars, alors qu'en Europe, on est à peu près autour des 70 dollars. J'ai mentionné le Canada parce que notre entreprise est canadienne. Là-bas, les coûts sont autour de 60 dollars. Mais en plus de ça, il faut aussi prendre en compte le fait que dans la plupart de ces pays ou de ces systèmes, il y a des allocations gratuites. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui en Europe, et c'est aussi la raison pour laquelle le MACF est introduit, quand vous produisez de l'acier en Europe, bien que le prix soit autour de 70 dollars la tonne de CO2, le producteur d'acier va seulement payer 10 à 20% de ces coûts-là, donc entre 7 et 14 dollars la tonne de CO2, et ça va être comparé ça à ce qui se passe en Chine, en Turquie, et donc ouais, à vous en tant qu'importateur de comparer ces coûts, et ça devrait avoir un effet vertueux, disons, sur les importations européennes pour avoir plus d'incentives, disons, pour importer des produits plus verts, disons. Mais on pourrait aussi avoir quelques problèmes parce qu'on pourrait aussi voir des pays comme la Chine ou la Turquie exporter plus de produits verts vers l'Europe, tout en gardant leurs produits un peu plus, ce que j'appelle les produits un peu plus gris dans leur pays, parce qu'il y a moins d'incentives pour ça. Donc, quand on parle de coûts carbone, peut-être sur la prochaine slide, et on parle de ça vraiment, genre ici, vous voyez un peu les prix historiques. La qualité n'est pas parfaite de mon côté, donc j'espère que c'est un peu mieux de votre côté, mais ces prix ont augmenté de façon ouais, assez importante sur les dernières 20 ans. Donc moi, comme je l'ai dit, depuis 2006, je travaille pour des producteurs d'électricité, des banques, des traders sur ces marchés-là. Et donc les prix autour de 20 dollars, 20 euros pardon, à 5 euros pendant la crise financière ou après la crise financière. Et puis depuis 2017-2018, on a vu une augmentation de ces coûts très importante. Et ça, c'est lié au fait que le régulateur européen a mis en place des systèmes pour vraiment réduire le nombre de crédits sur le marché et pour avoir un prix plus important. Vas-y, Alexandre. Nicolas, Euh, je partage juste ouais. avec toi et avec vous une remarque, un petit souvenir, c'est que je crois que c'était vers 2014 ou 2015. À l'époque, moi, c'était une autre vie pour moi et je travaillais à la BNP. Et il me semble qu'à ce moment-là, le prix du quota européen était autour de 2 euros la tonne. C'est ça, ouais, à peu près, ouais. Tu vois, J'étais là, j'ai acheté ces crédits à 2 dollars, 2 euros la tonne. Et en effet, ouais, on est remonté jusqu'à plus de 100 euros la tonne. Donc aujourd'hui, un peu plus bas parce il y a quand même des problèmes, disons, liés à la production industrielle en Allemagne ou en Europe. On entend ça très souvent. Donc il y a moins d'émissions. Les émissions sont en train de réduire en Europe, surtout du secteur électrique, plus d'énergie renouvelable. Mais à long terme, on a quand même des cibles de réduction carbone, de carboneutralité en Europe à 2050. Donc, il faudra voir comment est-ce que ces prix vont évoluer. Mais a priori, la plupart de ces prévisions pensent que les prix vont augmenter. Et je peux vous montrer ça après dans la prochaine diapo. L'idée aussi, pour parler un peu plus de ces certificats MACF, c'est qu'on ne peut pas trader vraiment ces certificats, mais ces certificats vont être liés au prix européen de la tonne. C'est-à-dire que quand vous allez importer un produit en Europe, vous pourrez acheter ces certificats et ils seront liés au prix normalement des ventes aux enchères sur le marché européen. Donc il y aura un lien quand même indirect ou direct avec ce prix européen qui est le prix que les industriels en Europe payent. L'Europe ne veut pas que ça soit non plus un marché spéculatif, ces crédits ou ces certificats MACF, mais il y a quand même un lien. Et nous, ce qu'on voit de notre côté, c'est que les gros exportateurs savent qu'il y a quand même disons, un risque lié à ces crédits carbone qui indirectement, ils vont devoir payer ou indirectement, ça va avoir un effet compétitif sur eux et que du coup, de plus en plus, les gens commencent à regarder comment utiliser en fait le marché européen des crédits pour hedger ou pour réduire les risques liés à ces
crédits-là. Donc là, il y a un peu certaines de Nicolas, ces je suis règles. pas passé à la slide d'après. Tu veux que j'avance sur celle d'après ou pas? Moi, je peux peut-être passer à celle d'après, mais donc juste encore, je suis sûr, Kevin, ouais, c'est Je te vraiment pas laisse. un Je te marché laisse. où vous pouvez acheter et vendre ces crédits, ces certificats, mais c'est ouais, de plus en plus, on voit des gens utiliser le marché original européen pour lier et pour regarder à ces différents risques. Mais je pense que la slide très importante, c'est celle d'après. Ce sont des études que nous, on a fait de notre côté. Donc, comme je l'ai dit auparavant, les prix aujourd'hui de la tonne de CO2 sont autour, disons, de 72 euros ici sur ce graphique. Mais les industriels, donc j'exclus ici l'électricité, le secteur électrique qui paye 100% de ses émissions, mais le secteur industriel paye beaucoup moins de ses émissions et aujourd'hui paye plus autour de 9 euros la tonne de CO2. Mais avec ce MSF qui est introduit et le fait que l'Union européenne a annoncé qu'en 2034, les industriels ne recevront plus d'allocations gratuites en Europe, ça veut dire que ce coût en fait de la tonne CO2 va augmenter de façon exponentielle et ça va être la même chose pour vous en tant qu'importateur de produits venant de l'extérieur. Aujourd'hui, vous allez payer autour des 9 euros la tonne, mais ces prix vont très vite augmenter entre 90 et 190 tonnes la tonne de CO2. Donc, ça va être un gros coût qui va arriver pour ces importateurs et qui va vous pousser aussi à comprendre et comment optimiser ces coûts-là vraiment. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de pousser de notre côté, c'est que oui, le coût est aujourd'hui assez bas, mais ce coût va augmenter et qu'il est très fortement, ouais, il va être très fortement compétitif pour vous de comprendre comment optimiser ces coûts et comment comprendre aussi les coûts que des pays dans lesquels vous importez sont en train d'évoluer. Voilà. Donc c'est un peu ça on voit de notre côté. Ce qu'on essaie de comprendre plus de notre côté, c'est vraiment quels sont ces coûts et comment optimiser ces coûts vraiment. Merci Nicolas. J'avais laissé l'éventualité que Kevin souhaite nous rajouter quelque chose sur cette partie-là, mais c'est pas obligatoire, Kevin. Il n'y a pas d'obligation aucune, vraiment, j'insiste. Euh, de notre côté, on va dire qu'on a brossé l'essentiel du panorama qu'on voulait un peu vous présenter aujourd'hui. On peut commencer, enfin, on peut ouvrir aux questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, pas de panique, parce que moi, j'ai plusieurs questions que je voulais poser à Kevin et à Nicolas. Donc, je saurais me débrouiller si vous êtes pour l'instant un peu timide. Mais vraiment, j'insiste, n'hésitez pas dans le chat ou dans l'onglet que vous souhaitez nous communiquer les éventuelles questions que vous auriez. D'accord? Euh, bon, en attendant, moi j'ai une première question que je voulais poser à Kevin. Euh, c'est un peu comme ça qu'on le présente à nos clients, c'est les valeurs par défaut. On a compris qu'elles étaient euh, majorées, donc elles vont dégrader en fait ou augmenter les émissions carbone pour les produits donnés. Et donc, en fait, on dit à nos clients aussi que c'est dans leur intérêt d'aller collecter les valeurs réelles de production des fournisseurs, parce qu'en fait, il y a très fort à parier que grâce à ces données réelles de production, le calcul des émissions carbone, en étant plus précis, finalement, il soit aussi un peu plus bas ou significativement plus bas. Est-ce que c'est un argument qui est déconnant et auquel cas je promets peut-être de ne plus jamais l'utiliser, ou est-ce qu'il y a quand même un petit peu de vrai là-dessus? Et comment vous voyez ça? Comment c'est on va dire, pensée du côté des autorités européennes. Ouais, du coup, en fait, il y a deux temps sur les valeurs. Alors, pour l'instant, alors normalement, officiellement, depuis juillet 2024, comme tu l'avais précisé, les valeurs par défaut ne sont plus admises, mais on s'est bien rendu compte que c'était difficile pour un certain nombre d'importateurs de récupérer les données. Donc, pour l'instant, il y a une certaine tolérance qui est appliquée et qui sera encore applicable pour 2025. Donc, pas d'inquiétude, si vous n'avez pas les données réelles, vous pouvez encore utiliser les valeurs par défaut et les déclarer sur le registre. En fait, l'idée, c'est que pour le MACF, déterminer les émissions réelles, c'est un mécanisme aussi dans la stratégie de décarbonation, dans le sens où faire la démarche de déterminer ses propres émissions, voilà, contribuer à la culture du carbone, à une culture de s'engager vers une trajectoire vers la décarbonation. C'est un peu l'idée de privilégier les valeurs réelles aux valeurs par défaut. Et c'est pour ça qu'on essaye de pousser les valeurs réelles. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
Si, ça me fait penser à une réflexion qu'on a eue il y a quelque temps de la part, notamment, mais il y a eu plusieurs fois ce cas-là, mais c'était un fournisseur chinois qui nous disait qu'il entend la logique, mais il était réticent aussi, on va dire, d'un point de vue stratégique. C'est-à-dire pourquoi moi, entreprise chinoise, je vais donner des infos assez détaillées sur mes procédés de production, finalement, aux autorités européennes. Et Ouais, ça, il y a une vraie crainte là-dessus, voilà, c'est un peu de la crainte stratégique, économique, quoi, au sens intelligence économique. là on est vraiment conscient de cette problématique, c'était remonté plusieurs fois. Alors après, il y a plusieurs cas de figure. C'est soit le fournisseur veut bien jouer le jeu, déjà a la capacité de répondre et ensuite veut bien jouer le jeu de transmettre les données, bah, tant mieux, on est dans le scénario idéal, on a les valeurs réelles. Soit bah, c'est pas possible, alors là on a plusieurs cas de figure. On peut toujours recourir aux valeurs par défaut. Et alors effectivement, pour la période effective, il y aura une espèce de markup qui va être appliqué sur la valeur par défaut, ce qui fait que le prix du carbone sera in fine un peu plus élevé que si on avait les valeurs réelles. Après, pour ceux qui ont la possibilité aussi, pour l'importateur, c'est un moyen de négocier en fait. Ça avait été évoqué dans la présentation. On a toujours la possibilité, enfin, c'est possible de changer de fournisseur en disant si vous n'êtes pas en capacité de me donner les données d'importation, je peux aller voir un autre fournisseur. Alors Ouais, ça, c'est dans un monde idéal, ça marche pas tout le temps, on est bien conscient. On est conscient des fois pour certains produits, on a eu des retours que j'ai un seul fournisseur, j'ai pas d'alternative. Qu'est-ce que je ouais. fais? Pas de substitut, ouais. Et Ouais. ça me fait penser, Kevin, je vois, merci Carole pour la question posée, que la question, elle est formulée comme telle. L'Union européenne a-t-elle accepté une dérogation pour les petits importateurs? Si oui, à quelle hauteur? Donc là, j'imagine qu'on parle du volume ou du seuil de la quantité importée, à partir de laquelle on rentre dans le scope et on est soumis à cette obligation du MAC. Ça, ouais, c'est ce qu'on appelle le de minimis, donc c'est le seuil minimal à partir duquel les importations sont concernées par le MACF. Actuellement, c'est toute importation dont la valeur marchande est supérieure à 150 euros par importation. Il y a un gros travail, un gros chantier qui fait plutôt consensus. On partirait sur une valeur massique aux alentours de 1 tonne. Alors, je ne sais pas si on est sur 1 tonne ou 1 tonne de CO2 équivalent, mais globalement, on va y avoir le de minimis va être rehaussé de manière vraiment importante. L'idée, c'est que voilà, les petites importations, et notamment dans des secteurs qui normalement ne devraient. Enfin, en fait, ce qu'on a vu, c'est typiquement un artisan qui va apporter quelques kilos d'acier pour faire des étagères pour son activité professionnelle, mais qui n'a rien à voir avec son activité directement. Alors, en fait, du jour au lendemain, il va être concerné par les MSF sans savoir quoi faire, quoi. Euh, Ça, a priori, ce rehaussement du de minimis devrait exempter un certain nombre d'importateurs, tout en garantissant en plus un taux de confort, enfin un taux de couverture des émissions assez important. Donc ouais, on serait Ouais, sur un seuil aux alentours de 1 tonne environ. Mais ça, ok. c'est encore à confirmer. Ça, En ouais, c'est en 2025, réflexion. mais voilà, normalement, fin du premier trimestre 2025, on devrait avoir une confirmation du seuil qui serait choisi. Alors, Kevin, parce que je vois que Carole a bien suivi la réponse, merci Carole. Carole demande, donc, qui posait la question juste avant, à laquelle vous avez répondu, Kevin, si on parle d'une tonne par an ou par livraison, par consignment, c'est-à-dire, euh, Les deux sont l'étude, mais je pense que le plus simple, c'est quand même à la consignation. Parce qu'en fait, le risque qui peut arriver, c'est si on le fait en cumulé sur l'année, c'est si vous avez mal estimé vos volumes d'importation et qu'une fine, à la fin de l'année, euh, voilà, vous basculez par rapport au seuil, bah, c'est un peu compliqué à gérer quoi, au niveau des douanes. ouais, Mais toutes ok, les très options sont sur clair. la table. Mais je pense que clairement, il vaut mieux faire par, euh, par importation. Ok, très clair. Nicolas, j'avais une question pour toi qui m'est venue pendant que tu évoquais le cas des différents pays et les différentes zones. Aujourd'hui, quand on est une entreprise qui est couverte par une obligation similaire d'acheter des quotas,
Sachant que ces prix varient, on a vu, il y avait des graphes que tu nous présentais, il y a quand même des évolutions assez importantes. Enfin voilà, comment c'est géré en termes de risque financier finalement pour les entreprises? Quel est tu vois, le plus courant, on va dire, et le bon père de famille entre guillemets. On n'est pas là pour donner des conseils, mais ce qui est le plus fréquent en fait côté entreprise qui doit gérer un peu ce risque-là, comment ça se passe? Ah, c'est une bonne question. Donc, en général, si tu as un gros émetteur dans le marché européen, tu as plusieurs types de stratégies. Ça dépend un peu de la position et à quel point ils doivent acheter des crédits. Mais la plupart, par exemple, des producteurs d'électricité en Europe ont tendance à acheter 2, 3 ans avant des quotas d'émission. Et ça serait pareil avec les aciéries, ils ont tendance à regarder 1 ou 2 ans en avance pour couvrir leur demande de quotas carbone. Et en revenant sur cet exemple, et on voit déjà quand même pas mal de. J'ai vu dans la liste de Kevin que le Canada était dans le top 5 des importateurs. Je sais que j'ai un de nos gros clients qui importe beaucoup d'acier en Europe. Et eux, pour le coup, ils ont un coût carbone au Québec, ils ont un coût carbone en Ontario, mais ils exportent beaucoup en Europe. Et aujourd'hui, ça n'a pas grand-chose à voir avec le coût carbone. C'est vraiment plus un coût de production, une opportunité qu'ils ont en interne d'exporter du Canada. Mais on pourrait aussi voir beaucoup de différences dans les flots des commodités aussi. Donc, principalement, par exemple, les exports d'acier, on en voit beaucoup de Turquie, de Chine, on pourrait en voir beaucoup moins. Et puis, on pourrait en voir beaucoup plus du Canada. Mais on verra de plus en plus des changements, disons, de flot de ces commodités. Et je pense que ces coûts carbone, ils vont faire qu'augmenter. Et donc, ces stratégies carbone vont devenir à terme beaucoup plus une façon de se différencier et d'avoir un meilleur coût de production au final, quoi. Donc pour toi, enfin entre autres, tu quand même anticipes je veux pas utiliser des mots trop forts, mais une réorganisation ou des ajustements quand même sur les flux, sur les Clairement, relations commerciales et les chaînes d'approvisionnement. Vraiment, ouais. ouais, clairement. Nous, on J'imagine voit ça, ouais. Mhm. ok, je pense que c'est ce qui est plus ou moins espéré ou attendu du côté des autorités européennes, mais c'est vrai que là, on est encore en phase de démarrage et on se dit bon, est-ce que ça va vraiment se passer comme ça, quoi? Ok. Après, il y a toujours les effets un peu pervers parce qu'on travaille pas mal, par exemple, en Californie, où là, les importations d'électricité sont déjà couvertes par le système californien. Et on a tendance à avoir un peu ce qu'ils appellent en anglais du green shuffling. C'est-à-dire que l'électricité verte va aller en Californie, le reste, l'électricité grise, reste à l'extérieur. Donc, on pourrait avoir un peu ces effets pervers. Je sais que ça a été aussi présenté dans le rapport récent de Mario Draghi sur la compétitivité de l'Europe. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que on n'ait pas ce type de problème et que, par exemple, un pays comme la Turquie se décarbone totalement, enfin, ou décarbonise totalement son acier plutôt que nous envoyer son acier vert et garder le gris localement. Mais après, j'ai aussi d'autres exemples où, par exemple, au Chili, où j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps au Chili, où l'acierie locale est en train de fermer parce que ils se font dumper des produits chinois qui sont moins chers, mais aussi plus verts. Donc, il y a aussi ça qui est intéressant, c'est que les pays comme la Chine notamment sont bien prêts, disons, ont déjà bien entamé leur décarbonation et ils sont prêts à nous envoyer des produits plus verts, ouais, et plus compétitifs. Donc, c'est Ouais. des points intéressants qu'on voit nous de notre côté en tout cas. Ouais. Mhm. Ok, super intéressant. Euh, Merci pour ce feedback. Sur le Chili, je vois une question, alors à mon avis, on pourrait y répondre assez simplement, de Marie Claudel. Si nous sommes une filiale française d'un groupe européen qui importe des produits d'une filiale du même groupe mais basée hors Union européenne, cela s'applique aussi? Moi, je dirais oui, hein. Si la Oui, question c'est je suis une entreprise française et j'importe auprès d'une filiale, mais basée en Turquie, par exemple, même si c'est une filiale du même groupe, oui, l'importation de produits MACF qui vient de Turquie, que ce soit auprès d'un fournisseur tiers ou d'un fournisseur qui est une entité du même groupe, ça ne change rien, vous êtes bien concerné. Euh, Madame Guffroy, autre question, comment s'assurer qu'en cas d'importation de second plan, l'importateur a bien un certificat CBAM? L'acier provient de Turquie et est stocké en intermédiaire en Belgique. Alors là, c'est un point intéressant. J'essaie de reformuler et enfin, vous n'hésitez pas à réagir si je reformule mal, mais si vous êtes une société française, que vous achetez auprès d'un revendeur belge, par exemple, des produits qui viennent, eux, de Turquie, bah, vous n'êtes pas concerné. C'est la société belge qui a acheté aux Turcs qui, elle, qui était assujettie au MACF. Donc, j'espère que ça répond à votre question, Madame Guffroy.
Ok, c'est ça, j'ai bien retranscrit, d'accord. On a eu un peu un sujet, quand il y a des importations qui viennent de Suisse, la Suisse doit être, enfin, être exemptée. Pour plusieurs raisons. Je vous laisserai, messieurs, si vous voulez nous dire pourquoi. Mais si vous importez quelque chose depuis la Suisse, mais qui en fait, ce produit qui vient de Suisse n'a connu aucune transformation en Suisse, il vient de Chine. Il y a juste un stop de revente en Suisse. Moi, ce que j'ai compris, c'est que vous êtes dans ce cas concerné par le MACF. Parce qu'en fait, l'origine du produit, c'est pas la Suisse, où il ne se passe rien, mais c'est la Chine. C'est un sujet que j'ai rarement vu attaquer frontalement dans les webinaires et les foires aux questions, mais j'ai l'impression que mon interprétation est la bonne. Est-ce que, Nicolas, je te vois hocher de la tête, Kevin, n'hésitez pas à me dire hein, si je me trompe, mais Ah, c'est aussi mon interprétation ouais, de mon côté. Je sais qu'il y a aussi la Norvège récemment qui a été exemptée. Mais ouais, c'est ce que je n'ai compris de notre côté en tout cas. Mais ouais, Kevin, peut-être tu peux ouais, confirmer ça. Ouais, alors, j'ai peut-être pas bien suivi le film, mais en tout cas, je pense que ça parle ce qu'on appelle le perfectionnement actif. C'est-à-dire on importe sur le territoire, on transforme le produit, après, on le réexporte. Ça, c'est un régime douanier spécifique, mais qui normalement est bien intégré dans le MACF. Mais là, c'était quoi ouais, l'exemple? moi, C'était mon importé en exemple, Suisse. effectivement, ouais, mon exemple, il était un peu différent. C'est dans le cas où, en fait, il y a trois acteurs. Il y a le producteur chinois qui exporte son produit, donc vers un acteur suisse, mais il y a zéro Ouais. transformation en Suisse. Il y a juste une revente. Souvent, en Suisse, on a historiquement des négociateurs, des traders de matières, par exemple, qui vont seulement acheter et revendre, et par exemple, vers un client français ou basé dans l'Union européenne. Pour moi, dans ce cas-là, l'origine du produit qui arrive en France, c'est pas la Suisse où il y a en fait juste un passage, un transbordage, mais c'est la Chine. Et du coup, ce produit-là, pour moi, tombe dans le champ d'application du MACF parce que son origine, c'est la Chine. Bon, mais c'est un cas un peu spécifique, hein, mais sinon, ça voudrait Ouais. dire qu'on fait tout transiter des pays hors Union européenne vers la Suisse et ensuite on balance de la Suisse vers la France ou l'Union européenne et on esquive le sujet. À mon avis, ça marche pas. Ouais, je pense qu'il faut regarder le régime douanier au moment où ça arrive en Suisse, et du coup, après, comment, d'un point de vue de la France, c'est 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 traduit, quoi. Là, je sais pas du tout, ouais. Ok, non mais très, très clair. On a un peu débordé, donc je veux pas abuser de votre temps à toutes et à tous. S'il y a d'autres questions, ben, n'hésitez pas à les formuler ici. Peut-être Nicolas ou Kevin, voilà, avant qu'on clôture, si vous aviez des points que vous souhaitiez souligner, n'hésitez pas. De toute façon, on aura une liste de diffusion à laquelle on enverra le lien du replay. Et moi, j'ai mis les contacts là en dernière page. On vous transmettra également si jamais vous souhaitez poser des questions et rester en contact avec les intervenants du jour. Donc, tout ne s'arrête pas à la fin de ce webinaire, c'est ce que je veux vous dire. Non, messieurs, Kevin, Nicolas, pas d'autre chose à ajouter? Non, bah, j'avais éventuellement, voilà, j'avais un point spécifique sur, voilà, j'avais pris un exemple de combien pourrait coûter Ouais, on le peut l'afficher. MACF. Je sais pas si ça peut intéresser. Parce qu'effectivement, en fait, on a eu pas mal de retours comme quoi les entreprises, enfin, voilà, voulaient savoir un peu combien ça va coûter en 2026. Et on voulait un peu repréciser c'est quoi la philosophie du MACF quand on dit que c'est un mécanisme miroir du marché carbone. Donc, en très rapide, en fait, on voulait prendre un exemple simple. En fait, supposons qu'on a un site sidérurgique européen et chinois qui produisent la même quantité d'acier chaque année avec la même intensité de carbone pour les deux sites. Et donc, chaque année, ils ont ils génèrent la même quantité de CO2. Si on prend le cas européen à gauche, donc 1200 tonnes de CO2 équivalent en quota ETS, et on va dire pour ce type de site, avec voilà, à telle intensité, tel procédé de production, euh, il obtient 1000 quotas gratuits. Donc 1000 tonnes de CO2 équivalent qui sont non, à ne pas restituer. Donc en fait, pour ce site sidérurgique, chaque année, en fait, il va devoir restituer, enfin, payer 200 tonnes de CO2 équivalent. C'est en fait c'est la partie qu'on voit en vert.
Et en fait, le MACF, il est directement lié à la disparition en fait, programmée de ces quotas gratuits sur le marché carbone. Donc la disparition progressive, c'est la partie en jaune là qu'on voit. À partir de 2026 et ce jusqu'à l'extinction, définitive en 2034, ces quotas gratuits qu'on attribue aux différents secteurs, en Europe, ils vont disparaître. Et donc en fait, si on prend vraiment à production équivalente, pour les importations, extra-européennes, le prix du MACF, c'est exactement égal à la partie en vert. Ouais. Et donc en fait, en 2026, heu, entre guillemets, il y aura pas un coût du MACF qui va être brutal. Ça va vraiment, être un coût du MACF qui va venir progressivement. Et ce qu'on voit là fait écho avec les allocations gratuites aussi dont nous a parlé Nicolas, c'est qu'en fait, on imagine en fonction des secteurs et donc des produits que, alors je sais pas si vous voyez mon curseur là, mais je joue avec Ouais, On le en voit. 2023, voilà, la barre orange. En fait, c'est le quota gratuit en fonction de où il se situe. Vous sentez que la part verte, quota ETS et donc, etc., va bouger, quoi. Et donc, il faut faire attention aux 2,5%. Il peut être un peu trompeur. On peut penser qu'il va y avoir que clairement. 2,5% d'un ajustement à payer en 2026, fin 2027. Attention, c'est pas forcément le cas. Ça va beaucoup dépendre par typologie de produit, donc par code douanier, etc., du niveau des quotas gratuits. Donc, pour certains produits, effectivement, il est assez élevé. Pour d'autres, c'est déjà beaucoup moins le cas, et donc il faut pas se laisser avoir, quoi. Tout ça pour dire qu'il faut quand même dès maintenant se poser la question de combien pourrait coûter le certificat MACF et rentrer un peu dans le détail, quoi. Clairement, oui. Oui, puis à l'inverse aussi, alors là, on peut croire qu'en 2026, ça va être très peu, mais on sait que pour certains secteurs, notamment le ciment, on sait que la part du coût du carbone va représenter un coût très, très important sur l'implantation. Donc voilà, faut Je dirais même en général, ouais, j'ai des clients du secteur cimentier qui me disent que leur deuxième plus gros pôle de coût dans 10 ans sera le carbone, je crois que après c'est l'énergie. Ouais. estimé à plus de 50% du prix du ciment, du coût total du ciment à l'importation, ouais. Du coup, j'en profite pour rajouter un petit point pour aller dans votre sens. C'était il y a quelques mois maintenant, avec Farad, travaillé pour un cimentier qui est basé en Irlande, qui étudiait ou qui se posait les questions de éventuellement avoir une partie de sa production au Maghreb. C'était pas pour maintenant, mais à partir de 2026, et qui du coup regardait de très près. On l'avait accompagné dans la réflexion de à combien ça pourrait lui revenir si en coût MACF, s'il avait cette unité de production au Maroc, sachant que c'était quasiment à 100% destiné à l'Union européenne derrière la production. Enfin voilà, et donc c'est vrai que c'est des enjeux pour certains secteurs qui sont vraiment très très significatifs. Mmh. Puis Puis après, clairement, ça voilà. va aider aussi à mettre tout le monde au même niveau compétitif, je dirais, parce que si on regarde par exemple le ciment, la plupart de ces imports viennent de la Turquie, qui sont juste de l'autre côté de la mer, de la Grèce, et donc clairement, ils ont un avantage compétitif par rapport à un cimentier grec. Donc je pense que ça aidera aussi à avoir un effet vertueux sur la production de ciment, mais aussi aider avec ces déséquilibres de marché un peu. Ouais. Oui, clairement. Ok, merci messieurs. Je jette un œil une dernière fois aux questions, mais voilà, j'en vois plus depuis Madame Guffroy, donc je vous propose qu'on clôture là. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci messieurs encore une fois pour vos interventions. On était ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. Et donc, comme je disais, on vous transmettra les contacts des interlocuteurs dans notre mail récap, auquel on attachera aussi, dans lequel on glissera aussi le lien vers le replay pour ceux que ça intéresse. Et donc, on est là disponible pour répondre à vos éventuelles questions. Bon, Kevin, peut-être soyez, comment dire, clément avec Kevin, qui est très sollicité du côté du ministère. Donc, je sais pas si pour répondre, On j'aurais peut-être essaye, pas dire ça, Kevin. Ouais. on Ok. essaye. Bon, merci encore, messieurs, et bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci Alexandre, Merci beaucoup. merci Kevin, au plaisir. Bonne soirée. Au revoir.